Mason, un ancien soldat d'élite, vivait seul au sommet de la montagne pour oublier son passé. Mais cette nuit-là, au cœur d'une tempête mortelle, un coup à sa porte va tout bouleverser. Une vieille dame tremble de froid, protégée par un chien qui refuse d'avancer. Mason pense lui offrir un simple refuge, mais il se trompe lourdement. Elle n'est pas perdue. Elle est traquée. En ouvrant cette porte, il ne laisse pas seulement entrer une inconnue. Il évite un danger mortel. Découvrez le secret terrifiant qui a choqué toute une ville. Restez avec nous, car cette histoire incroyable vous laissera sans voix. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et surtout, je suis curieux, d'où nous regardez-vous? Indiquez votre pays dans les commentaires. J'adore voir jusqu'où voyagent nos histoires. Ce soir-là, la neige ne tombait pas simplement du ciel. Elle attaquait. C'était une de ces tempêtes qui ne pardonnent aucune erreur. Un froid si violent qu'il semblait avoir des dents, mordant à travers les manteaux et gelant l'espoir au fond des cœurs. En bas dans la vallée, les lumières de la ville scintillaient, promettant chaleur et sécurité derrière des fenêtres closes. Mais là-haut, sur la montagne, il n'y avait que le vent hurlant et une cabane solitaire, accrochée à la falaise comme un dernier refuge avant le vide. À l'intérieur, Mason Isle n'écoutait pas la tempête. Il avait appris, il y a longtemps, à ignorer le chaos extérieur pour se concentrer sur le silence intérieur. Ancien soldat d'élite, Mason avait 40 ans, mais ses yeux en paraissaient 100. C'étaient des yeux gris, fatigués d'avoir trop vu, fatigués d'avoir perdu ce qui comptait le plus. Depuis la mort de sa mère, Mason s'était retiré du monde. Il avait troqué les champs de bataille pour cette cabane en bois où la seule mission était de ne pas se souvenir. Le feu crépitait dans le poêle, projetant des ombres dansantes sur les murs nus. Mason frotta machinalement son poignet, là où sa montre en acier marquait un temps qui ne semblait plus avancer. Tout était en ordre. Le bois était coupé. La porte était verrouillée. Il était en sécurité, seul avec ses fantômes. C'était une vie sans joie, mais c'était une vie sans douleur. Soudain, un bruit traversa le sifflement du vent. Mason se figea. Ce n'était pas le craquement du bois sous le gel. Ce n'était pas une branche cassée. C'était un coup, sec, faible, contre sa porte. Ses instincts, endormis par des mois de solitude, se réveillèrent instantanément. Son corps se tendit, prêt au combat. Qui pouvait être assez fou ou assez désespéré pour monter ici par une nuit pareille? Il s'approcha de la porte, le cœur battant un rythme lent et lourd. Il posa la main sur la poignée glacée. De l'autre côté, il entendit une respiration difficile et un grattement. Pas un homme, un animal. Il ouvrit la porte brusquement. Le vent s'engouffra dans la pièce, apportant avec lui un tourbillon de flocons blancs. Et là, sur le seuil, se tenait une vision qui lui glaça le sang. Plus que le froid ne l'aurait jamais pu. Ce n'était pas un ennemi, c'était une vieille dame. Elle tremblait si fort que ses os semblaient sur le point de rompre. Son manteau était trop fin, ses bottes trop usées. À ses côtés se tenait un berger allemand massif, noir et feu, qui se dressait comme un bouclier vivant devant elle. Le chien ne grogna pas. Il fixa Mason droit dans les yeux, avec une intensité presque humaine, comme pour dire « Je l'ai amené jusqu'ici. Maintenant, c'est à toi de décider. » La vieille femme leva ses yeux bleus, remplis de larmes gelées, vers cet inconnu imposant. Elle n'avait plus la force de parler. Mais son regard criait un appel à l'aide que Mason ne pouvait ignorer. À cet instant précis, Mason comprit que sa forteresse de solitude venait de s'effondrer. Il pouvait refermer la porte et rester en sécurité, ou la laisser entrer et risquer de ressentir à nouveau quelque chose. Il recula d'un pas. « Entrez, dit Mason. » Sa voix était basse, un peu rauque, comme une porte qu'on n'a pas ouverte depuis des années. Il s'écarta, et la vieille femme franchit le seuil, suivie de près
par l'ombre massive du berger allemand. À l'instant où la porte se referma, coupant le hurlement du son, un silence lourd retomba dans la pièce. Mais c'était un silence différent maintenant. Il était habité. Mason guida Edith vers le poêle en fonte, sans la toucher, respectant une distance pudique. Elle s'assit lourdement sur la chaise en bois, ses mains noueuses agrippant le tissu de son manteau comme si elle avait peur qu'on le lui arrache. Le chien, lui, ne s'assit pas tout de suite. Il fit le tour de la pièce, le nez au sol, vérifiant chaque recoin sombre. Messon l'observa avec un œil d'expert. Il remarqua la façon dont l'animal favorisait sa patte gauche, et surtout cette marque sur son cou, une vieille cicatrice de brûlure, là où le poil ne repoussait plus. Ce chien avait traversé le feu, tout comme sa maîtresse. Il s'appelait Sable, avait dit Edith d'une voix faible. Il vint se coucher aux pieds de la vieille dame, posant sa tête lourde sur ses bottes usées, ses yeux ambrés, fixés sur Mason, ne clignant jamais. Mason se tourna vers son petit coin cuisine. Il ouvrit une boîte de conserve, versa du bouillon dans une casserole. Des gestes simples, efficaces. Quelques minutes plus tard, il posa un bol fumant entre les mains tremblantes d'Edith. La vapeur montait vers son visage, lui redonnant doucement des couleurs. Elle prit une première gorgée, ferma les yeux, et un soupir de pur soulagement lui échappa. Ce n'était que de la soupe, mais à cet instant, c'était le plus grand luxe du monde. C'était le goût de la survie. « Merci !» murmura-t-elle. En voulant ajuster la couverture sur ses épaules, Edith fit un mouvement brusque. Son sac en toile, posé en équilibre sur ses genoux, glissa. Une épaisse enveloppe blanche en tomba et atterrit sur le plancher avec un bruit mat. Le temps sembla se suspendre. Sable leva immédiatement la tête, oreille dressée. Mason se baissa pour ramasser l'objet, mais ses yeux lurent l'inscription avant que sa main ne la touche. En haut, un logo élégant et froid, North Star Landing, et juste en dessous, en lettres majuscules rouges, avis d'expulsion. Mason sentit une colère froide monter en lui. Il connaissait ce genre de document. Ce n'était pas juste du papier, c'était une arme. Edith se figea, la honte inondant son visage fatigué. Elle tendit une main hésitante. « Ce n'est pas. »« Je peux expliquer, » bégaya-t-elle. « Je pensais pouvoir payer. Ils ont dit que c'était pour m'aider. » Mason posa lentement l'enveloppe sur la table, face visible. Il regarda cette femme, brisée non pas par la paresse, mais par un système conçu pour broyer les gens honnêtes. Il vit la peur dans ses yeux, la même peur qu'il avait vue chez des civils dans des zones de guerre. « Vous n'avez rien à expliquer, » dit Mason, et pour la première fois, sa voix contenait une trace de douceur, ou peut-être de fureur contenue. Il regarda le chien, puis la fenêtre noire où la tempête faisait rage. Il comprit que le véritable danger n'était pas la neige dehors. Le danger portait un costume et une cravate, et il avait déjà franchi le seuil de cette maison bien avant ce soir. La chaleur du poêle avait fini par avoir raison de l'épuisement d'Edith. Elle s'était assoupie sur la chaise, la tête penchée sur sa poitrine, enveloppée dans la couverture en laine. La cabane semblait paisible, bercée par le sifflement constant du blizzard contre les murs de rondins. Mais pour Mason, la paix était toujours suspecte. Il nettoyait son bol en silence, ses gestes lents et méthodiques, quand il sentit un changement dans l'air. Ce n'était pas un bruit, c'était une tension. Sable, qui était resté couché près d'Edith, s'était levé d'un bond. Il ne regardait pas sa maîtresse. Il était planté devant la fenêtre noire, le corps rigide, les oreilles dressées vers l'avant comme des radars. Un grondement sourd, presque imperceptible, vibrait dans sa poitrine profonde. Ce n'était pas le grognement d'un chien qui joue, ni celui d'un chien qui a peur. C'était le signal d'une sentinelle qui vient de repérer une menace.
Mason posa le bol sans faire de bruit. Il savait reconnaître ce langage. Il avait vu des hommes faire confiance à l'instinct d'un chien et survivre, et d'autres l'ignorer et mourir. Il s'approcha de la fenêtre, évitant de passer devant la lumière du feu pour ne pas projeter sa silhouette. Il plissa les yeux vers l'extérieur. Au début, il ne vit que le tourbillon blanc de la neige, un mur impénétrable. Puis, à la lisière des arbres, bien plus bas sur le chemin, une lueur apparut, faible, brève, comme des phares qu'on éteint précipitamment. Quelqu'un était là, dans la tempête. À observer, Mason sentit ce déclic familier au creux de son estomac. Le froid du soldat qui reprend le dessus sur l'homme. Il enfila sa veste tactique, glissa une lampe torche dans sa poche et sortit par la porte arrière, se fondant dans l'obscurité. Le vent le frappa de plein fouet, mais il l'ignora. Il contourna la cabane, suivant la direction que le regard de sable avait indiquée. Le chien l'avait suivi, ignorant sa patte blessée. Il mena Mason vers un poteau de clôture à moitié enseveli sous la poudreuse, à la limite de la propriété. Sable renifla frénétiquement la neige, puis gratta le sol gelé. Mason s'accroupit. Il écarta la neige fraîchement tombée. Là, fixé magnétiquement à la base métallique du poteau, clignotait faiblement un petit boîtier noir. Mason le détacha et le tint dans sa paume. Il était froid, lourd et terriblement moderne. Un traceur GB. On n'utilisait pas ce genre de technologie pour retrouver une vieille dame confuse. On l'utilisait pour la traquer, pour s'assurer qu'elle ne s'échappe pas. Mason serra le poing autour de l'appareil jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Il regarda vers la forêt sombre où les phares avaient brillé. Edith n'était pas seulement une victime de la pauvreté. Elle était une cible. Et en franchissant sa porte, elle avait, sans le savoir, transformé cette cabane en zone de guerre. Mason rentra à l'intérieur, le visage fermé. Il ne voyait plus une vieille femme endormie. Il voyait une mission. Et cette fois, il n'avait pas l'intention d'échouer. Le lendemain matin, le ciel au-dessus de la ville était bas, d'un gris métallique, lourd comme une plaque de plomb prête à écraser la vallée. Mason conduisait son vieux pick-up en silence. À côté de lui, Edith toussait, un bruit sec et douloureux qui résonnait dans l'habitacle froid. Sable, assis à l'arrière, observait le paysage défiler avec une vigilance inébranlable. Mason se gara devant la pharmacie. Il laissa le moteur tourner pour maintenir un peu de chaleur et entra seul. La clochette de la porte tinta. Un son joyeux qui semblait déplacé dans cette atmosphère morose. À l'intérieur, il tomba nez à nez, avec un uniforme. Le député Conor, l'homme avait l'air épuisé, les traits tirés par des nuits trop courtes. Il reconnut Mason immédiatement. « Mason Isle, dit-il, un mélange de surprise et de méfiance dans la voix. On m'avait dit que tu étais revenu. » Mason hocha la tête, impassible. Il attrapa une boîte de sirop et des antibiotiques sur une étagère. Connor hésita, puis baissa la voix, jetant un coup d'œil nerveux vers la vitrine où une affiche de North Star Landing était placardée. « Fais attention, Mason. Les choses ont changé ici. La loi est devenue compliquée. » Il y avait de la honte dans les yeux du policier. La honte d'un homme bon qui a les mains liées par des papiers qu'il ne peut pas déchirer. Avant que Mason ne puisse répondre, la porte s'ouvrit à nouveau. L'air se refroidit instantanément, mais ce n'était pas à cause du vent. Un homme entra, trentenaire, le visage rasé de près, portant une veste de travail coûteuse, qui n'avait jamais vu la poussière. Il se déplaçait avec une aisance féline, trop calme pour être honnête. C'était Silas Kay. Il ne regarda pas les rayons. Il regarda Mason. « Bonjour, dit Silas avec un sourire poli, presque commercial. Je ne crois pas qu'on se soit déjà rencontrés. » Mason ne sourit pas.
Il sentait l'instinct du prédateur chez cet homme. Je ne fais que passer. Silas s'approcha, envahissant l'espace personnel de Mason sans jamais perdre son calme. « C'est dommage, continua-t-il doucement. On cherche une vieille dame, une certaine Edith. Elle s'est égarée hier soir. On s'inquiète beaucoup pour ça. Sécurité. » Il prononça le mot sécurité comme on prononcerait le mot funérailles. Mason soutint son regard, ses yeux gris devenant durs comme de la pierre. Elle est en sécurité. Le sourire de Silas ne vacilla pas, mais ses yeux devinrent glaciaux. Il jeta un coup d'œil par la vitrine vers le pick-up où Edith attendait. Vulnérable. C'est bien, dit Silas. Mais gardez à l'esprit que les routes sont dangereuses. Et les dettes finissent toujours par nous rattraper, peu importe où l'on se cache. Il tapota l'épaule de Mason, un geste faussement amical, et sortit. Mason resta immobile un instant. Il regarda Connor, qui avait baissé les yeux, impuissant. En sortant dans l'air glacial, Mason comprit une chose essentielle. Cette ville ne dormait pas. Elle était prise en otage, et il ne pouvait plus se contenter d'être un simple chauffeur. S'il ne faisait rien, le prochain accident ne serait pas dû au hasard. Mason savait qu'une guerre ne se gagnait jamais seule. Même pour un homme qui avait fait du silence son allié, il avait besoin d'une voix. Il trouva celle d'Harper Val, la seule journaliste de la ville qui refusait encore de se taire. Ensemble, guidés par les sens aiguisés de sable, ils s'enfoncèrent dans les bois, loin des routes et des regards indiscrets. La forêt était un tombeau de glace. Le sol craquait sous leurs bottes comme des os brisés. Sable, malgré sa patte blessée, avançait avec une détermination farouche, le nez collé au sol gelé. Il ne cherchait pas une odeur animale. Il cherchait l'anomalie. L'odeur de l'homme là où elle ne devrait pas être. Ils arrivèrent près d'un ruisseau gelé, une cicatrice blanche traversant les bois sombres. Sable s'arrêta net devant la souche d'un vieux pin renversé. Il gratta la neige, une fois, deux fois, puis regarda Mason. Mason s'agenouilla. Il creusa avec ses mains gantées, écartant la terre durcie par le gel. Quelques centimètres plus bas, le nylon bleu d'un sac étanche apparut. Harper retint son souffle alors que Mason tirait la fermeture éclair. À l'intérieur, il n'y avait pas d'argent, mais quelque chose de bien plus dangereux. La vérité. Des liasses de contrats. Mason en sortit un. C'était l'original du prêt d'Edith. Les chiffres étaient raisonnables, les signatures authentiques. Rien à voir avec les documents falsifiés qui avaient justifié son expulsion. Au fond du sac, une petite clé USB brillait faiblement. « Il gardait les originaux ici », murmura Harper, les yeux écarquillés par l'ampleur de la fraude. « Au cas où ils auraient besoin de faire chanter quelqu'un d'autre. C'est une assurance. » Mason referma le sac. Ils avaient la preuve. Mais avoir la preuve et survivre assez longtemps pour l'utiliser étaient deux choses différentes. Ils retournèrent à la cabane alors que le jour déclinait. Edith était assise près du poêle, son visage pâle, éclairé par la lueur rassurante des lampes électriques. Mason posa le sac sur la table, sentant pour la première fois une étincelle d'espoir. C'est alors que cela arriva. Pas une explosion, pas un cri, juste un claque sec, mécanique, venant de l'extérieur. Instantanément, la cabane fut plongée dans le noir total. Le ronronnement du réfrigérateur s'arrêta. Le ventilateur du poêle à granulés se tut. Le silence qui suivit était assourdissant. Dehors, le vent hurla, comme pour célébrer sa victoire. Mason ne bougea pas, ses yeux s'habituant déjà à l'obscurité. Edith laissa échapper un petit cri étouffé. « Ne bougez pas, » dit Mason calmement. Northstar ne jouait plus. Il venait de couper l'électricité en plein cœur de l'hiver. Ce n'était plus une intimidation, c'était un siège.
et le froid, ce tueur patient, commençait déjà à s'infiltrer sous la porte. La maison d'Édith se dressait au bout de l'allée, silencieuse et sombre, comme une coquille vide abandonnée sur la plage après une tempête. Un panneau saisi immobilière pendait de travers au portail, grinçant doucement sous la brise glaciale. Pour Mason, accompagné d'Harper et du député Connor, franchir ce seuil ne ressemblait pas à une enquête, mais à une profanation. Connor déverrouilla la porte avec une clé qu'il n'aurait pas dû avoir. À l'intérieur, l'air était figé, imprégné d'une odeur de poussière froide et de souvenirs rassis. Le faisceau de la lampe, torche de Mason, balaya le salon, et ce qui l'éclaira leur serra le cœur. Ce n'était pas une maison vide, c'était une vie interrompue brutalement. Les photos des enfants d'Édith souriaient toujours sur les murs. Sur une petite table, une machine à coudre était restée ouverte, le fil encore passé dans l'aiguille, attendant une main qui ne reviendrait pas. Ils ne lui ont même pas laissé le temps d'emballer ses souvenirs, chuchota Harper, la voix tremblante d'indignation. C'était là toute la cruauté de North Star. Il ne volait pas seulement des murs, il volait le passé. Sable, lui, n'avait pas de temps pour la nostalgie. Il trotta directement vers la porte du sous-sol, ses griffes claquant sur le lino. Il descendit les marches dans l'obscurité, s'arrêtant devant un mur de lambris au fond de la cave. Il gratta le bois frénétiquement. Mason s'approcha, tâtant les planches. L'une d'elles sonnait creux. D'un coup d'épaule, il la fit sauter. Derrière, cachés dans l'isolation, se trouvaient des registres épais, les vrais comptes, les livres de cuisine, où North Star notait les véritables intérêts avant de présenter des chiffres falsifiés aux victimes. Mason venait à peine de saisir les dossiers qu'un bruit lourd résonna au-dessus de leur tête. La porte d'entrée venait de s'ouvrir. Des bottes lourdes marchaient sur le plancher du salon. « Je sais qu'ils sont là », dit la voix traînante de Scylla. « Cherchez partout. » L'adrénaline inonda les veines de Mason, chassant la mélancolie. Ils étaient piégés. Il fit signe à Harper et Connor de se diriger vers la petite soupirail à l'arrière. Mais alors qu'ils grimpaient, la porte du sous-sol s'ouvrit violemment. La lumière crue d'une lampe les aveugla. « Tiens, tiens !» ricana un homme de main de Scylla. Il n'eut pas le temps de finir. Sable bondit, non pas pour tuer, mais pour protéger. Il se changea en une furie noire et feu, un mur de muscles et de dents dressé entre les intrus et son équipe. Son aboiement, profond et terrifiant, résonna dans l'espace confiné, forçant l'homme à reculer par pur réflexe. « Courez !» hurla Mason. Ils s'extirpèrent par la fenêtre étroite, tombant dans la neige profonde du jardin arrière. Le froid leur brûlait les poumons, mais ils ne s'arrêtèrent pas. Ils coururent à travers le champ blanc, trébuchant, se relevant, serrant les précieux dossiers contre leur poitrine. Derrière eux, les cris de Scylla se perdaient dans le vent, mais Mason savait que ce n'était pas fini. Ils avaient volé les secrets du diable, et le diable allait vouloir récupérer son dû. Ce soir-là, la salle municipale de Crow Ridge ressemblait moins à un lieu de réunion qu'à un tribunal populaire. Sous les néons crus, des dizaines de visages inquiets se tournaient vers l'estrade. Là-haut, Gage Holloway, le directeur régional de North Star, parlait avec l'aisance d'un prêtre et le sourire d'un requin. Il portait un costume immaculé et parlait de responsabilité fiscale et de protection de la communauté, peignant les victimes comme Édith comme des gens négligents qui avaient profité du système. « Nous ne voulons expulser personne, disait-il d'une voix onctueuse, mais nous devons respecter les contrats. » Au fond de la salle, les grandes portes à double bâton s'ouvrirent avec un fracas qui fit sursauter l'assemblée. Le silence tomba instantanément, lourd et épais. Mason entra le premier. Il ne portait pas de costume. Il portait ses vêtements de camouflage, encore humides de neige, et une détermination qui faisait baisser les yeux aux plus courageux. « Passe à gauche, Harper !»
le visage fermé. À sa droite, le député Connor, la main posée sur sa ceinture, non pas en policier docile, mais en homme de loi prêt à servir la justice. Et devant eux, Sable. Le berger allemand avançait la tête haute, ignorant la foule, ses yeux fixés sur l'homme, sur l'estrade. Ils traversèrent l'allée centrale comme on traverse un champ de bataille. Personne n'osa les arrêter. Arrivé devant la table des officiels, Masson ne dit pas un mot. Il laissa tomber la pile de dossiers volés sur le bois verni. Le bruit résonna comme un coup de feu. « Voici les contrats, dit Harper, sa voix claire, portant jusqu'au fond de la salle. Les vrais. Pas ceux que vous montrez au juge. Ceux où vous changez les taux d'intérêt après la signature. » Un murmure parcourut la foule. Les visages se fermèrent. La peur changeait de camp. Gage Holloway perdit son sourire. Il se leva, tentant de reprendre le contrôle par l'intimidation. « C'est absurde !» cracha-t-il en descendant de l'estrade pour faire face à Masson. « Sortez d'ici avant que je ne porte plainte pour effraction. » Il fit un pas agressif vers Masson. C'est alors que Sable réagit. Le chien ne se contenta pas de grogner. Il se dressa, le poil hérissé, et planta ses pattes avant au sol, bloquant le chemin de Gage. Il renifla l'air bruyamment, ses babines se retroussant sur des crocs blancs. Ce n'était pas de la colère, c'était une détection. Masson fronça les sourcils. Il s'approcha de Gage, envahissant son espace vital. Il sentit alors ce que le chien avait senti avant tout le monde. Une odeur âcre, chimique, dissimulée sous le parfum coûteux. « L'essence, dit Masson, assez fort, pour que tout le monde entende. » Gage recula, la panique allumant enfin ses yeux. « Vous ne comptiez pas seulement parler ce soir, n'est-ce pas ?» continua Masson, impitoyable. « Vous comptiez brûler l'entrepôt où vous cachez vos preuves. C'est pour ça que vous sentez le carburant. » La salle explosa en cris d'indignation. Connor s'avança, sortant ses menottes. « Gage, Holloway, dit-il d'une voix qui ne tremblait plus. Mettez les mains derrière le dos. » Alors que les menottes claquaient, Masson posa une main sur la tête de Sable. Le chien se détendit, le travail accompli. Ils n'avaient pas seulement gagné une dispute, ils avaient réveillé toute une ville. L'hiver n'a pas quitté la montagne tout de suite, mais la peur, elle, avait enfin disparu. Après l'arrestation de Gage et l'effondrement du réseau North Star, les papiers ont été signés, les verrous ont sauté. Edith a récupéré sa maison, ses murs, ses souvenirs. La justice avait été lente, mais elle avait fini par arriver, portée par ceux qui avaient refusé de baisser les yeux. Pourtant, le plus grand changement ne s'est pas produit au tribunal, mais dans la petite cabane isolée sur la crête. Ce qui était autrefois une forteresse de silence, bâtie pour tenir le monde à distance, s'était transformé. La route qui menait chez Masson, jadis déserte, voyait désormais passer des camions de voisins. Ils montaient, non pas pour envahir sa solitude, mais pour la remplir. Ils apportaient des plats mijotés, du bois sec et des poignées de main franches. Ils venaient remercier l'homme qui s'était battu pour l'une des leurs. Masson, l'ancien soldat qui avait juré de ne plus jamais s'attacher, se retrouvait souvent le soir près du feu, non plus seul, mais accompagné. Edith venait souvent. Elle s'asseyait dans le vieux fauteuil, tricotant avec une sérénité retrouvée, le cliquetis régulier de ses aiguilles remplaçant le silence lourd des années passées. Et il y avait Sable. Le berger allemand ne montait plus la garde avec anxiété. Il dormait étendu de tout son long devant l'âtre, les pattes tressaillant parfois dans un rêve de course folle dans la neige. Enfin en paix. Un soir, Masson sortit sur le porche. La neige tombait doucement, non plus comme une menace, mais comme une couverture de paix sur le monde. Il regarda la vallée illuminée,
et sentit une chaleur dans sa poitrine qui n'avait rien à voir avec le feu de bois. Il comprit alors la vérité. Il pensait avoir ouvert sa porte pour sauver une vieille dame du froid. Mais en réalité, c'était elle qui l'avait sauvé. Elle avait dégelé son cœur. Les miracles ne descendent pas toujours du ciel dans un éclair de lumière ou avec le son du tonnerre. Parfois, Dieu travaille dans le murmure d'une tempête. Il envoie ses anges sous la forme d'une vieille dame têtue et d'un chien loyal, errant dans la nuit. Il utilise les gens brisés, ceux qui connaissent la douleur, pour guérir les autres. Il nous rappelle que même au cœur de l'hiver, le plus rude, personne n'est vraiment seul si l'on ose ouvrir sa porte. Si cette histoire de justice, de foi et de seconde chance a touché votre cœur, ne gardez pas cette lumière pour vous. Cliquez sur j'aime et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'espoir aujourd'hui. Dites-nous en commentaire ce que la foi signifie pour vous dans les moments difficiles. Et pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires inspirantes, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Que Dieu vous bénisse et qu'il soit votre refuge dans la tempête.